émissions télévisées consacrées au surendettement et qui font florès tant il est rassurant de voir ceux qui vont plus mal que nous. Le scénario est connu, on se fait prêter de l'argent par une banque réputée sérieuse, mais un jour, elle veut se faire rembourser sans discuter. Faute de revenus, l'emprunteur se tourne alors vers un usurier qui prête ce qu'on lui demande, mais un jour ou l'autre, lui aussi envoie ses gros bras pour récupérer la mise. Celui qui ne paie pas se retrouve dépossédé de tous ses biens, privé d'avenir. Mais les donateurs ne peuvent pas se comporter ainsi en prédateurs vis-à-vis de l'Afrique. Il y a bien l'allègement de la dette, un des objectifs du millénaire pour le développement. On voudrait bien y croire. Voici Le salaire de la dette, un film de Jean-Pierre Carlon. À l'occasion de leurs 20 ans, Arte et Courrier International ont le plaisir de vous présenter ce programme. L'Afrique, sous perfusion de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, croule sous le poids de sa dette extérieure et demeure le continent de la grande pauvreté et des inégalités. Tant qu'on sera dans cette emprise de la dette, tant qu'on sera dans cette domination de la dette, tant qu'on sera, je dirais même, dans cet esclavage de la dette, c'est comme ça qu'ils ne s'occupent pas du social, de la santé, de l'éducation. Mais vous vous imaginez, on doit sacrifier des enfants congolais qui doivent mourir, qui ne doivent pas étudier pour payer la dette. Et la communauté internationale parle de la générosité. Maintenant, on parle de l'annulation de la dette comme générosité en confisquant les ressources du pays. La dette sert à maintenir à genoux ces pays détenteurs des matières premières, de les maintenir à genoux. Elle sert à contrôler politiquement, économiquement les pays de l'hémisphère sud. Aujourd'hui, moins de 5% de la population mondiale qui vit aux États-Unis consomme presque 30% des ressources. Et environ la moitié du monde vit dans la pauvreté, proche de la famine ou mourant littéralement de faim. Ce n'est pas un modèle, c'est un échec. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons reproduire en Afrique, en Inde ou en Amérique latine. Donc c'est un système qui a échoué, nous le savons. Des institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international jouent un rôle absolument clé dans toute l'histoire de la crise de la dette. En fait, ces deux institutions-là, créées en 1944, ont commencé à prêter massivement aux pays en développement dans les années 60. Elles avaient commencé dans les années 50, mais vraiment, l'explosion des prêts, c'est les années 60. La fonction du FMI et de la Banque mondiale ont changé radicalement. Les deux institutions, elles sont devenues des instruments d'oppression, de contrôle des nouveaux pays souverains, entre guillemets, qui sont nés dans l'immense hémisphère sud. La façon la plus typique pour un assassin financier de travailler était de repérer un pays qui avait des ressources ou des entreprises fort convoitées, comme du pétrole par exemple, et ensuite d'octroyer un important prêt par l'intermédiaire de la Banque mondiale ou l'une de ses filiales. Mais l'argent n'allait pas vraiment à ce pays. Au lieu de ça, il revenait à nos propres sociétés. Inga, en République démocratique du Congo, est le plus puissant barrage d'Afrique. C'est aussi un des exemples les plus démonstratifs de ce système. Depuis sa mise en route, les pannes se succèdent. Cet ouvrage représente le plus emblématique de ce que l'on appelle les éléphants blancs, ces réalisations pharaoniques qui n'ont fait qu'aggraver la dette extérieure des pays avec des objectifs qui n'avaient rien à voir avec le développement humain ou économique, mais davantage avec la recherche du profit maximum pour les investisseurs. Reste aujourd'hui au peuple congolais à régler la facture d'une centrale qui n'a pas été conçue pour lui, mais bien pour fournir de l'énergie aux mines du Katanga à 2000 km de là. Ce qui me révolte, c'est cette complicité des multinationales, c'est cette complicité de certains pays et hommes d'affaires, et même les hommes de sciences, qui nous ont proposé une grosse machine pareille, mais aujourd'hui, nous arrivons dans une situation où pratiquement nous devons payer la dette sans pour autant que nous puissions avoir de l'électricité. Mais le grand problème, nous nous demandons
lorsque nous avons des institutions financières comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, quand on faisait ces débats sur la construction du barrage, ces institutions savaient que nous n'allions pas utiliser toute l'électricité. Mais ils nous ont fait construire ce barrage parce que c'était en faveur des grandes multinationales. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais, le petit peuple, qui paye. Donc pour moi, c'est une dette odieuse et en fait, c'est une dette normalement qu'on devait répudier, c'est clair. Et on devait même demander des dédommagements à toutes ces entreprises-là qui nous ont apporté du matériel qui n'ont pas fonctionné. Inga est un exemple de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais c'est aussi un exemple d'un investissement qui peut marcher. Vous avez mentionné Inga 3 ou 4. Notre intérêt est de voir que les investissements existants dans Inga sont effectivement utilisés pour produire de l'électricité pour le peuple de la RDC. Et peut-être que dans un avenir lointain, Inga pourra aussi fournir de l'électricité ailleurs. Mais nous n'en sommes pas encore là. Maintenant, la priorité est de mettre Inga en route. L'idée était de relier le barrage Inga à l'industrie du Katanga et donc de faire passer le courant par une ligne à haute tension qui survolait presque la totalité du pays. Donc on pouvait à tout moment punir le Katanga en coupant l'interrupteur dans le Bas-Congo. Nous voulons l'électricité dans notre village, puisque ce courant, ça nous appartient. Et il y a d'autres pays étrangers, ils ont sollicité dans notre courant. Et nous-mêmes, les possesseurs du courant, comment être dans l'obscurité? La réponse, c'est que l'Angola, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana vont payer les autorités avec des devises, alors que les gens du Bas-Congo, ils présentent moins d'intérêt. Dans cette commune, comme dans toutes les autres communes, la grande difficulté, c'est cette fourniture en énergie électrique. Et comme le barrage, il a aussi ses problèmes, il ne peut pas fournir l'électricité dans toute la République, et plus particulièrement la capitale Kinshasa, qui connaît des très grands problèmes en fourniture d'énergie électrique. Et comme on peut le constater, on trouve des poteaux en bois, tels qu'ils sont là, et des fils qui traversent littéralement les toitures de maisons. Et avec cette situation, on risque de connaître des problèmes d'électrocution et voire même d'incendie des maisons. Dans un village proche du barrage d'Inga, nous avons été les témoins d'un incident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Tout le monde le sait, l'électricité, c'est un facteur de développement. Quand on n'a pas de route, là, il faut les avoir. Mais l'électricité, on peut transformer les produits agricoles. On peut les conserver, on peut les conditionner avec de l'électricité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Les produits périssent. Avec l'électricité, si on doit l'utiliser, on peut encore conserver nos forêts. Aujourd'hui, on détruit la forêt pour avoir de la braise, pour avoir du bois. Et donc, on perd doublement. On s'est endetté, la dette a des conséquences. Maintenant, encore, la forêt est en train d'être détruite. À la place où on pouvait utiliser l'électricité, on est en train de détruire la forêt. Les forêts du bassin du Congo couvrent plus de 172 millions d'hectares. Dans un contexte généralisé de corruption et de mauvaise gouvernance, malgré un moratoire et un code forestier imposé en 2002 par la Banque mondiale, les tentatives pour réformer la filière du bois n'ont toujours pas abouti en République démocratique du Congo et mettent en péril ce deuxième poumon de la planète. « 70% des pauvres dans le monde vivent à la campagne et dépendent complètement de l'écosystème. Ça les nourrit, ça les loge, ça les soigne. Et lorsque la Banque mondiale finance des projets qui détruisent l'écosystème, ça veut dire qu'ils nuisent à la qualité de vie et même à la subsistance et la survie des populations locales. Sans la moindre autorisation, nous décidons d'aller tenter notre chance à la scierie de Maluku. Menaçant de faire appel à l'intervention d'un ministre, nous finirons par nous faire ouvrir les portes de cette immense usine fantôme.
Cette usine a été construite pour pouvoir consommer le courant, l'électricité d'Inga. Et pourtant, cette usine, quand on la construisait, on savait bien que le matériel, la matière première qu'on allait utiliser, c'était de la ferraille, donc de fer rouillé qu'on allait ramasser en Europe. Ce qui était inadmissible quand on sait la potentialité dont dispose le pays par rapport aux minerais. On a effectivement une situation absurde. On sort du sous-sol, notamment du Katanga, des minerais, qu'on va exporter à 8000 km de là pour en faire de la fonte. On en fait ensuite de l'acier dans les pays du Nord. On en fait des véhicules ou des machines. Et quand ces véhicules ou ces machines sont au rebut, on les compacte et on les met dans un bateau qui va jusqu'à Matadi au Congo, qui remonte le fleuve, cette mitraille, et puis on le met dans des fours pour les faire fondre et pour avoir de l'acier qu'on va épurer. Donc c'est complètement absurde. Donc Maluku n'a jamais fonctionné. N'a jamais fonctionné. C'était de l'argent jeté, c'était un gaspillage, mais pas un gaspillage pour le multinational, parce que le multinational ont gagné. Les multinationales ont vendu leur technologie. Ils ont gagné, elles ont gagné. Voilà, c'est le peuple congolais aujourd'hui qui est en train de perdre et toutes les richesses confisquées à cause de cette dette. Alors, quel est aussi le raisonnement des dirigeants de la Banque mondiale et du FMI? C'est le suivant, c'est on va habituer les pays en développement à dépendre du financement que nous leur apportons pour leur développement ou leur gestion courante des affaires. Et si on les rend dépendants des financements, eh bien, nous obtenons ainsi un moyen de les influencer, de dicter un certain type de politique. Il y a McNamara, Robert McNamara, qui arrive à la Banque mondiale et qui veut faire quelque chose de grandiose et qui commence à emprunter sur les marchés pour pouvoir prêter de plus en plus et qui fourgue vraiment des prêts dans le Sud que certains pays se sont révélés complètement incapables de rembourser. C'est alors que les assassins financiers reviennent et leur disent « Écoutez, nous savons que vous ne pouvez pas payer vos dettes. Donnez-nous de l'argent, vendez votre pétrole à nos compagnies à un prix dérisoire, ou votez pour nous aux prochaines sessions des Nations Unies, ou alors autorisez-nous à construire une base militaire sur votre sol. » Ce genre de choses. Et parfois, lorsque nous avions échoué à corrompre les présidents ou à leur faire accepter ces prêts, alors les tueurs à gages prenaient le relais. Ils renversaient les gouvernements ou assassinaient leurs leaders. Reméroldos Aguilera, président de l'Équateur, et Omar Torrijos, président du Panama, ont tous deux été assassinés, car je n'ai pas pu les corrompre ni leur faire accepter ces conditions. Thomas Sankara, qui dénonçait justement la Banque mondiale et le FMI et les créanciers en général, c'est un exemple absolument clair. Il y a une coalition d'intérêts contre lui, de grandes puissances, de gouvernements, d'entreprises et d'institutions internationales. Alors, qui a donné l'ordre d'assassiner et qui a mis au point exactement le complot pour assassiner, je ne le sais pas. Mais il est clair que ceux qui ont assassiné Sankara savaient qu'ils le faisaient en défendant certains intérêts. Et dans ces intérêts, il y avait les intérêts des créanciers, c'est absolument certain. Là-dessus se greffe un contexte de guerre froide, avec une incitation très forte des pays occidentaux à ce que les pays s'endettent auprès d'eux pour les conserver dans leur camp. C'était très difficile, par exemple, d'arrêter de soutenir un Mobutu, même si on a essayé. Mais c'était dans l'équilibre géopolitique de l'époque. Il ne fallait pas risquer qu'un pays aussi riche en ressources minérales que le Zaïre puisse passer, entre guillemets, du mauvais côté. Tout le problème avec la dette, ça n'est pas son niveau absolu. C'est la capacité du pays de rembourser et avec quoi. Et avec les programmes d'ajustement structurel destinés à fournir des capitaux pour payer cette dette,
En réalité, on réduit la capacité de ces pays à avoir un succès économique quelconque. L'ajustement structurel, c'est quoi? C'était vraiment la prise de conscience du fait que ces pays s'étaient mis dans une impasse complète. C'est-à-dire que ces pays avaient des dettes et avaient une incapacité à continuer à fonctionner qui a fait que il fallait faire des choses assez drastiques et assez radicales. Le diagnostic avec les ajustements structurels était le suivant. Vos économies accusent des déficits. Il faut régler ces déficits. Pour régler ces déficits, il faut diminuer les dépenses publiques. Et les premières dépenses concernées étaient malheureusement des dépenses sociales. Comme ça, on coupait dans le vif les dépenses, y compris les dépenses sociales. Évidemment, cela avait un impact négatif sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan du logement social, que sais-je encore, bien évidemment. Ça s'est passé dans un contexte où Thatcher était en Angleterre, Reagan était aux États-Unis. C'était vraiment le marché roi. Et donc, les économistes du Fonds monétaire, de la Banque mondiale et dans beaucoup d'autres pays, même des coopérations bilatérales, on dit, bon ben, laissons la vérité des prix régner et tous les problèmes vont se résoudre. Je crois que en disant ça, on a fait beaucoup de dégâts, en particulier parce qu'on n'a pas compris toujours l'économie politique de ces pays. Une fois qu'on a imposé les ajustements structurels par les créanciers, la Banque mondiale et le FMI, on a commencé à vivre l'enfer sur Terre, ici à Brazzaville. Donc, enfer parce qu'on va à l'hôpital, tout est devenu payant, la consultation, donc voir le docteur pour dire que je suis malade, il faut payer, plus de seringues, plus d'alcool, plus de coton, voilà, et c'est l'enfer, quoi. Et facilement, les gens meurent par les maladies curables. Un peuple mal soigné, qui n'a pas accès à la santé, on ne peut pas faire le développement avec un peuple malade, avec une population malade. On le verra. Mais non, on ne peut pas faire le développement dans ces conditions-là. Donc voilà un peu la situation. Parfois, ça vous rend malade, ça vous révolte. Ça vous révolte parce que c'est insupportable, c'est inadmissible. Et c'est ça l'injustice dans le monde. Mais la dette du Congo, 14 milliards de dollars, qu'est-ce que ça représente? Le total de la dette des pays en public, des pays en développement, est de l'ordre de 1350 milliards de dollars. Et la dette extérieure, publique et privée des États-Unis, c'est 13 000 milliards, c'est-à-dire 10 fois plus. Faut-il continuer à payer des millions de dollars? Et le président de la République l'a dit, le gouvernement l'a dit, c'est 50 millions de dollars chaque mois pour le service de la dette. Mais qu'est-ce qui est consacré à la santé et à l'éducation pendant ces mois-là? Zéro. À l'école primaire, cet enseignant impayé, sous-payé et mal payé. L'enseignante vient à l'école avec des petits biscuits là qu'il donne à crédit aux enfants. Donc déjà, à partir de la première année, on apprend à l'enfant de savoir s'endetter. Donc on donne à l'enfant et puis, après 3 jours, l'enfant devrait demander l'argent à ses parents pour venir honorer sa dette. Dépasser, veut dire, c'est comme les institutions internationales. Dépasser les délais, alors l'enfant est obligé de doubler les prix. Ce qui fait que parfois l'enfant commence à avoir peur de venir à l'école. Et aujourd'hui, avec le système de prise en charge des enseignants par les parents, on chasse l'enfant qui ne paye pas. Alors, parfois, ces politiques économiques ont été conduites pour des raisons d'ajustement budgétaire. On ne pouvait plus financer un certain nombre de services publics, et donc on a été chercher des façons de les financer à travers des privatisations. Mais les gens qui ont mis la main sur les privatisations, c'était soit des gens qui venaient de l'extérieur, soit des gens bien connectés à l'intérieur, et ça n'a pas vraiment eu des résultats positifs pour les gens qui étaient en bas de l'échelle sociale. Des exemples pour la politique absolument meurtrière du FMI, de la privatisation imposée, par exemple, c'est le Niger. Privatisation forcée de l'Office national des transports, eh bien, les entrepreneurs privés
qui ont pris la suite de l'Office national fonctionnent selon le principe des entreprises privées, ce qui est tout à fait normal, et n'envoient jamais un camion sur des pistes, ce qui fait qu'en période de disette qui est périodique au Niger, eh bien des gens meurent parce que l'aide n'arrive pas. L'aide n'arrive pas à cause de la privatisation. Le Fonds monétaire s'est installé et a appliqué le premier programme d'ajustement structurel au Congo en 1976. 1976, jusqu'aujourd'hui, le Fonds monétaire international est là et le Congo ne décolle pas. Mais je le dis toujours, c'est comme un malade qui va chez le médecin, le pharmacien, tous sont là, les laborantins. On fait des examens, on prescrit le médicament et le malade reste éternellement malade. Mais non, le médecin devait démissionner en fait. Et c'est ça. Quel est le rôle du Fonds monétaire international? Si le Fonds monétaire international n'arrive pas à prévenir les crises, quel est le rôle de la Banque mondiale, cette banque qui est censée faire le développement? Le FMI tue. La Banque mondiale tue. Par aveuglement, évidemment pas intentionnellement, par aveuglement, par adhésion dogmatique au consensus de Washington, qui est une idéologie totalement meurtrière dans les pays pauvres. L'Afrique est une colonie. C'est une colonie dont les dirigeants sont à la merci des grandes sociétés. D'une certaine manière, les empires européens se sont retirés pour soi-disant donner à l'Afrique son indépendance. Mais immédiatement, les entreprises sont arrivées, les dirigeants ont été repoussés, les nations européennes écartées, et les entreprises ont repris de nombreux pays, notamment ceux qui avaient des ressources importantes. Le fait que depuis 30 ans, toutes les économies africaines, mais aussi latino-américaines, ont été orientées vers le remboursement de cette dette, ça a complètement déstructuré les économies. C'est-à-dire qu'on a spécialisé notamment les agricultures. Les agricultures, c'est 80% de l'emploi dans des pays comme le Mali. On les a spécialisées vers des produits d'exportation, vers le coton, vers le cacao, etc., dans les pays d'Afrique occidentale. Derrière, c'est l'abandon des cultures vivrières et c'est l'exposition de ces pays à des famines, à de la malnutrition. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, vous avez 80% des gens qui meurent de faim dans le monde qui sont en fait des paysans. L'agriculture mondiale, dans l'état actuel de ses forces de production, pourrait nourrir sans problème 2700 calories adultes par jour, sans problème 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes 6,7, donc presque le double de l'humanité. Autrement dit, cet ordre cannibale du monde que la dictature du capital financier globalisé a imposé à cette planète est à la fois meurtrier, les chiffres sont là, je pourrais prendre les épidémies, les victimes de l'eau polluée, etc., mais les chiffres sont là, n'est pas seulement meurtrier, mais en même temps absurde. La RDC, aujourd'hui, on lui demande plus de produire des produits d'exportation pour avoir des recettes, beaucoup de recettes, enfin, au finish pour payer la dette parfois, surtout pour payer la dette. Donc on vous impose de faire le palmier à huile, on vous demande de faire le café, même à l'époque du programme d'ajustement sectoriel, c'était le café, le palmier à huile, le coton. Et alors que la population doit manger. Alors on demande à la RDC, comme vous avez les diamants, vous avez l'or, le cobalt, le coltan, le bois, vous pouvez tout vendre et acheter le produit qui viendrait de la Chine ou bien de l'Europe, le poulet qui vient de l'Europe, le poulet qui vient de la France, d'où Wilkie, qui vient des abattoirs belges Wilkie, et voilà, sinon de l'Argentine. Mais nous, on n'en a pas besoin, parce qu'on peut cultiver. Je vous assure, dans ces pays, quand vous avez planté le maïs, 4 mois après, vous avez déjà le produit. Le riz, il y a des provinces où on produit le riz. Même ici où nous sommes, on produit le riz. Et la viande, nous avons le plateau de Kundelungu dans les Katanga. Aujourd'hui, ce plateau est utilisé dans l'exploitation minière. Alors que le plateau de Kundelungu, à l'époque, c'était le plateau où on produisait la viande. Et aujourd'hui, nous importons viande, poulet, abats, nous importons plus de 140 000 tonnes de viande et abats, poulet. Donc, tout ça, c'est vraiment une politique pratiquement de soumission, une politique de dépendance. Mais nous pouvons tout cultiver ici, tout. Au niveau du marché ici, le poisson, le poulet congelé, les pâtes, les tomates, même l'oignon, c'est importé, et le riz, parce qu'il n'y a pas une production locale.
Il y en a eu dans ces pays, on a eu des grands champs de riz, on a fait l'élevage dans ces pays, mais tout ce qu'on produit ici, ça doit être exporté, notamment le bois et le pétrole, essentiellement. Voilà pourquoi vous n'avez pas la culture pour nourrir la population. Ils ont surtout imposé des non-cultures. C'est-à-dire ici, c'est priorité à l'importation aujourd'hui. Donc on est même en train d'essayer de remplacer le manioc par le pain pour que l'importation de blé soit plus rentable, parce que le manioc, ça se fait sur place. Donc heureusement, les gens s'accrochent à leur manioc et la seule production qui reste, c'est des productions familiales, des petites productions familiales. Toutes les fermes ont été détruites, toutes les fermes qui avaient été construites avant les années 80 pour produire pour le pays, pour mettre le pays en autosuffisance, ont été détruites. La Banque mondiale a insisté pour que tout le monde plante des cultures d'exportation. Ça va si c'est 1, 2, 3 pays. Mais quand on a une douzaine ou plus de pays qui produisent la même chose, et les mêmes qualités des mêmes choses, café, coton, cacao, métaux, etc., ben ça ne va plus. S'il y a trop d'offres sur les marchés, ben ça fait chuter les prix. Ce qui a eu comme conséquence une réduction donc de leurs revenus, puisqu'ils tirent leurs revenus des exportations, puisqu'on leur a dit de faire cela et qu'ils ont été d'accord de le faire. Le coton est une belle illustration de ce développement extraverti où on nous a miroité le fait qu'il y a une demande, qu'un marché existe, qu'il fallait seulement produire. Et qu'est-ce qu'on nous trouve de mieux à nous dire aujourd'hui alors qu'on est incapable de nous nourrir? C'est d'aller vers l'agrocarburant. Est-ce que c'est l'agrocarburant et qui va remplir les ventres ou bien il faut remplir les réservoirs pour polluer davantage? J'en sais rien. On s'achemine vers et on est en train de vendre les terres agricoles. L'année dernière, 22 millions d'hectares de terres arables, fertiles, ont été volés aux paysans africains. C'est-à-dire, ont été achetés par les hedge funds ou par les sociétés multinationales. Donc, la Banque mondiale, quand elle dit « oui, il faut pousser à l'investissement », il parle d'investissement étranger, il faut confier ces terres africaines si mal exploitées, il faut les confier à la fruitière de Marseille, à Bolloré, au Capital Gains Hedge Funds de New York, parce qu'ils sont capables de rentabiliser ces terres, eh bien, c'est une argumentation meurtrière pour les paysans qui sont sur place. À mon avis, un pays tire le meilleur parti des ressources qu'il possède en abondance en les exportant dans les limites de son propre marché national, bien entendu, afin de générer de la richesse. C'est une stratégie que de nombreux pays, pas seulement africains, connaissent très bien. Donc, je ne regarderai pas ça seulement comme une manière de rembourser la dette, mais comme un moyen de générer de la richesse et des opportunités de croissance. Et par le biais de la croissance, réduire la pauvreté. Partout où le Fonds monétaire international impose un plan d'ajustement structurel impliquant l'extension des terres vouées à l'agriculture et l'exportation, la faim de la population augmente. En Afrique, seulement 20% de la population est desservie en eau potable. Et contrairement aux idées reçues, l'Afrique subsaharienne ne manque pas d'eau. Cependant, les politiques mises en place par le FMI suite au plan d'ajustement structurel n'ont fait qu'aggraver les difficultés d'accès des populations à des points d'eau. L'accès des populations à l'eau potable dans cette commune est un problème qui se pose avec acuité. Et c'est les programmes d'ajustement structurel justement donc qui ont fait cela, parce que l'État a réduit considérablement le budget par rapport donc au secteur de l'eau et n'a pas donné donc les ressources économiques, sinon financières, donc pour réaliser des points d'eau ou améliorer les points d'eau existants. Pour ce qui concerne l'eau, il y a des choses affreuses. Moi, quand je remplis mon seau d'eau, puisque inutile d'espérer que ça coule au robinet quelques heures la nuit, pas toutes les nuits.
Et parfois, on peut faire 4, 5, 6 jours sans que l'eau coule du tout. Donc, chacun prend ses bidons, va chercher un endroit où il y a des puits, où on peut avoir de l'eau. Ceux qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent pas payer au puits, vont au fleuve, et puis se débrouiller avec ça. La raison pour laquelle l'initiative Pays pauvres très endettés est apparue nécessaire et que je l'ai soutenue au niveau de la communauté internationale, c'est qu'il était très clair que les pays pauvres croulaient sous le poids de leurs dettes. Chaque année, ils empruntaient de l'argent et ils utilisaient cette somme pour rembourser leurs prêts. Et au bout du compte, il ne leur restait plus rien. L'initiative de désendettement des pays africains, HIPC en anglais, PPTE en français, était une initiative absolument cruciale. Et Jim Wolfensohn a eu un rôle historique absolument considérable en faisant comprendre et admettre au gouvernement des pays de l'OCDE que l'on ne pouvait pas continuer à refinancer à perpétuité la dette africaine, éventuellement même à partir d'un certain moment avec des subventions, ce qui revenait en fait à l'éteindre petit à petit, mais dans un mécanisme qui maintenait les pays africains dans une dépendance politico-financière qui était politiquement, économiquement, culturellement extraordinairement dommageable pour tout le monde. On a mis en place un autre processus de réforme qui, cette fois-ci, au lieu de bloquer la croissance, comme ça a souvent été le cas avec les programmes d'ajustement structurel, mais c'est un processus qui plutôt encourage la croissance. Il commence par vous dire, vous faites un document de stratégie de réduction de la pauvreté qui met l'accent sur le social. Ce n'était pas forcément le cas avec les programmes d'ajustement structurel. C'est un ensemble de réformes, mais en tenant compte des aspects sociaux, ce qui paraît largement au-dessus des programmes d'ajustement structurel. Je vous passe les détails et les difficultés qu'il a fallu pour mettre en place quelque chose qui était tout à fait novateur à l'époque. Mais les résultats dans les pays qui ont déjà profité de cet allègement de la dette, on a vu avec satisfaction que ces ressources étaient réaffectées en grande partie à des activités de développement humain. Alors on se dit, à ce moment-là, l'ardoise est effacée. Hélas. Non, si vous regardez ce que l'on devait en 2000, c'est-à-dire juste après la mise en place de cette nouvelle, soi-disant, politique d'effacement de la dette et les années d'ajustement, et puis en 2006, après toutes ces années et après quelques mesures d'annulation, vous constatez que la dette pour les plus pauvres a été réduite de 1,4%. Alors je dis, de qui se moque-t-on? Donc on a eu une espèce de prise en étau des économies des pays en développement, où on leur dit à la fois, on vous a allégé la dette, donc n'allez pas vous réendetter, et de l'autre, on n'a plus d'argent dans nos caisses, donc débrouillez-vous avec le peu d'argent que vous avez. Les conditions qui entourent l'annulation de la dette. Je m'en fous quand on dit on annule la dette, vous aurez maintenant la santé, l'éducation. Mais comment on en aura lorsque, pour annuler la dette, on vous fait un code forestier, un code minier, un code d'investissement qui ne vous permettent plus d'être souverain dans vos ressources naturelles, avec vos ressources naturelles. On le voit. Combien il y a de pillages de minerais, de la forêt, la destruction de l'environnement, la confiscation même de certaines entreprises publiques. Une confiscation, je dirais. Mais alors, comment le gouvernement aura maintenant des recettes pour s'occuper du social, même si on annule la dette? Donc c'est vraiment une mascarade quand on parle de la réduction de la pauvreté, de programmes de la Banque mondiale. Les programmes d'annulation de la dette de la Banque mondiale, du FMI et du gouvernement américain sont une honte pour la plupart. Parce qu'ils disent à ces pays, notamment aux pays africains qui en ont récemment le plus souffert, « Ok, nous annulons toutes vos dettes, mais vous devez accepter ces conditions. »
Vous devez totalement ouvrir vos portes à nos sociétés. Vous devez vendre tous vos biens à nos entreprises, vos services publics, votre eau, vos compagnies de téléphone, vos écoles, vos prisons. Vous devez tout brader à nos sociétés. C'est comme si on vous coupait le membre là, c'est comme ça que j'explique ça. On vous coupe le membre là-bas, on vous en coupe encore là, et on vous laisse ces morceaux-là, on vous dit vous êtes libre. Ben vous êtes libre monsieur, donc on a lutté contre la pauvreté. Mais quand tu poses la question, mais comment je vais manger puisque je n'ai plus de bras, comment je vais marcher? On dit non, 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 on viendra avec la cuillère, on vous fera manger. Et c'est ça la liberté. L'initiative dite des pays pauvres très endettés permet aux États qui ont respecté les préconisations du FMI d'obtenir l'annulation d'une partie de leurs dettes. Ce qui devrait logiquement leur donner une bouffée d'oxygène sur le plan budgétaire. En réalité, elle ne fait qu'ouvrir une brèche dans laquelle viennent s'engouffrer de nouveaux acteurs financiers qui s'autorisent des spéculations outrancières et que l'on a surnommés les fonds vautours. Les fonds vautours, en fait, la dynamique est assez simple. C'est-à-dire que vous êtes un fonds d'investissement, vous rachetez au 10e ou au 100e de sa valeur une dette contractée il y a 10 ans, il y a 20 ans, et dont tout le monde pense qu'elle ne sera jamais remboursée. Et vous allez devant le tribunal pour exiger le remboursement intégral de la dette, plus les intérêts de paiement et les arriérés. Ce qui fait que vous avez des situations ubuesques où, par exemple, Kensington, un fonds basé aux îles Caïmans, comme par hasard, rachète pour 2 millions une créance du Congo-Brazzaville, et ensuite va réclamer devant les tribunaux 120 millions, c'est-à-dire 60 fois la mise de départ. Que font les tribunaux? Ils disent « vous avez raison ». Le créancier a toujours raison, c'est le contrat qui l'emporte sur les contraintes que peuvent avoir les pays en question. Nous avons été victimes des fonds vautours. Nous avons été même lynchés par les fonds vautours. On a failli perdre notre dignité de pays souverain à cause des fonds vautours. Ces fonds se sont permis de saisir en pleine mer des cargaisons de pétrole qui étaient destinées à l'exportation. Ces fonds vautours ont traqué les dirigeants congolais. Je vais vous parler d'une anecdote. Mon prédécesseur à ce poste, arrivé à Washington pour les assemblées annuelles du FMI et la Banque mondiale, a vu un monsieur lui apporter un mandat d'amener pour qu'il se retrouve en prison aux États-Unis, venu officiellement pour prendre part aux assemblées générales du FMI et la Banque mondiale. Ce monsieur venait au nom des fonds vautours. Quel cauchemar avons-nous vécu. Nous avons frappé au principal port du monde pour demander cette fois-ci de l'aide pour résoudre ce problème, combien accablant pour nous. Elle n'est pas arrivée. Nous avons pris les choses en main. Nous sommes assis avec ces gens. Nous avons discuté. Aujourd'hui, oui, on respire. Nous sommes débarrassés de ces gens. Mais c'est vrai, c'est un mal. Et si j'avais un conseil à donner, encore que je suis peut-être mal placé pour prodiguer des conseils, chaque pays devrait éviter d'avoir affaire à ces gens. Et surtout, bien maîtriser sa dette, de sorte qu'elle ne se retrouve pas sur les seconds marchés, rachetée par des fonds vautours qui viennent faire du beurre sur le dos des États dits faibles. Mais le paradoxe est aussi que c'est grâce à ce fonds vautour que nous avons découvert pour Congo-Brazzaville notamment les comptes secrets offshore de Nguesso. La question d'acheter et de vendre des dettes est une pratique établie dans les marchés d'affaires. Parfois, ça peut marcher. Par exemple, une dette qui ne vaudrait rien peut être revendue à un prix au-dessous de sa valeur. Et ça, c'est une pratique commerciale acceptable. Ce que nous ne voulons pas, c'est d'une spéculation qui gonflerait artificiellement la valeur de la dette. Mais ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, et il faudrait que nous réfléchissions à limiter l'usage de ces instruments pour les pays très endettés. L'État malien se trouve dans une situation intenable depuis l'adoption du nouveau code minier imposé par la Banque mondiale. Le pays qui était auparavant propriétaire de ses richesses n'est plus désormais qu'un actionnaire minoritaire. La mine de Sadiola est un bel exemple de hold-up organisé sur l'or du pays.
Malgré des mois de tractation, l'autorisation de visiter le site nous sera toujours refusée. De lourdes présomptions pèsent sur cette mine qui contaminerait la région avec le cyanure et l'arsenic utilisés dans le traitement du métal précieux. Ici, personne ne se risque de parler à visage découvert sous peine de perdre son travail. Pour ceux qui est du Mali, je ne peux pas parler, mais c'est pour ce qui nous concerne, les travailleurs de la mine ici et puis la population, on n'a rien gagné. 10 ans, on n'a rien gagné. On n'est pas logé ici, il n'y a pas d'eau potable ici. Tu vois, vous voyez les petites cases qui sont aux alentours de nous ici. C'est ici que les travailleurs de la mine logent dans ces cases-là, vous voyez vous-même. Où va l'argent de la mine? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des gros caïmans au sein du gouvernement, donc tout ce qu'on gagne, tout ce que les Occidentaux leur donnent, ben, c'est dans leur poche. Hein. Le maire de Sadiola, employé de la CEMOS, Société d'exploitation de la mine, ne nous permettra pas de filmer dans son village malgré nos autorisations ministérielles. Nous aurons plus de chance à Yatela, une mine voisine, où quelques villageoises bravant les interdits, nous avouerons que les femmes font régulièrement des fausses couches, que l'eau contaminée des nappes phréatiques est sûrement responsable de tous les maux, et que les poussières entraînent de graves problèmes pulmonaires, surtout chez les enfants. Aujourd'hui, où on parle de pillage des ressources du Congo, parce que la Banque mondiale, dans son programme PPTE, a initié la réforme, ces différentes réformes, notamment le code forestier, le code minier. On a livré comment on appelle ça, des permis d'exploitation minière. La Banque mondiale était là, a des experts pour aider le Congo. Et dans toutes ces autorisations d'exploitation minière, pratiquement toutes les autorisations devaient être revues. Parce que c'était un pillage systématique des ressources du Congo. Et la Banque mondiale, voyez. Alors on nous dit la Banque mondiale, c'est une banque de développement. Non, c'est une banque de sous-développement. Il faut le dire, c'est clair. L'outsider, le grand outsider, c'est la Chine. La Chine a 2500 milliards de dollars de réserves de change. Et la Chine est en train d'arriver en Afrique, en Amérique latine, et dans d'autres pays d'Asie, avec des montants extrêmement élevés de nouveaux prêts. La Chine s'est engagée à réaliser 6 milliards d'euros de travaux en République démocratique du Congo, destinés au développement d'infrastructures routières, d'écoles, d'hôpitaux, ainsi qu'à la relance du secteur minier. En contrepartie, les Chinois auront accès à 6,5 millions de tonnes de cuivre raffiné, 2000 tonnes de cobalt et 372 tonnes d'or. Cet accord de troc minerai contre travaux a surpris les pays occidentaux, et plus particulièrement le FMI et la Banque mondiale, qui étaient sur le point d'annuler la dette de la République démocratique du Congo. Ces deux institutions ont alors mis comme préalable que ce contrat soit revu à la baisse. Et donc la négociation a été extrêmement pénible, ardue, il faut vraiment le dire, avec du chantage exercé sur Kinshasa, des visites de représentants du FMI, de grands présidents de pays européens qui ont dit « vous renoncez au contrat chinois, on vous efface la dette, vous ne renoncez pas, la dette se maintient ». Nous sommes heureux de dire que le gouvernement et ses partenaires chinois ont travaillé très dur pour reconsidérer ce programme et l'ont en effet bien amélioré, de sorte que la RDC pourra désormais bénéficier à la fois d'un allègement de la dette et de ressources supplémentaires pour les infrastructures dont elle a si désespérément besoin. Je pense que la Chine comprend que l'Afrique a beaucoup de ressources dont elle a besoin, en particulier des ressources naturelles. Elle a également le potentiel d'être un marché important parce qu'elle compte 1 milliard de personnes
Et en 2030, elle sera proche des 2 milliards. Ils sont certainement aujourd'hui dans une étape qui ressemble beaucoup à celle que la France pratiquait dans les années 70 dans sa propre relation commerciale à l'Afrique. On revoit d'ailleurs des opérations qui ressemblent trait pour trait à ce que nous avons pu faire. La Chine est la bienvenue, l'Inde est la bienvenue, le Brésil est le bienvenu, la France est la bienvenue. C'est un endroit qui a un énorme potentiel. Mon expérience est que, avant mon arrivée à la banque, le mot corruption n'avait jamais été prononcé par le président de la banque. On n'en avait jamais discuté au conseil d'administration. Comme on me l'a laissé entendre, malheureusement, bon nombre des pays membres avaient des gouvernements corrompus. Et ce que l'on ne voulait surtout pas faire, c'était offenser les dirigeants de ces pays. Et d'ailleurs, certains étaient de grands pays. Et j'ai décidé qu'il m'était égal que ces pays soient ou non corrompus. Mais je n'allais pas diriger une institution qui donnerait sciemment de l'argent à des gouvernements corrompus. Je pense que c'est pas un hasard qu'on ait vraiment commencé à parler de corruption après l'effondrement de l'Union soviétique. Parce qu'à ce moment-là, on pouvait vraiment parler de ce genre de choses sans risquer un basculement du mauvais côté. Je pense que nos normes morales ont changé. Mais je peux vous dire que cela ne fut pas facile. Tous les pays, même aujourd'hui, ne considèrent pas cette mesure comme étant constructive. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les pays ne se sont pas dotés de moyens anticorruption. Il y a beaucoup de pays qui utilisent la corruption comme outil de concurrence. Je ne les nommerai pas, mais vous devez en connaître. Certains sont d'ailleurs très importants. Mais la corruption ici, c'est une vie. C'est une vie. La corruption, c'est une vie. C'est comme ça que les gens vivent. Parce que vous pouvez aller dans des grandes sociétés de ces pays. Nous prenons par exemple notre société de douane est assise, l'OFIDA. Quand vous allez à l'OFIDA, vous trouverez des bis vraiment archaïques. Mais les gens qui y travaillent se promènent avec des jeeps terribles. Vous verrez les gens qui travaillent à l'OFIDA avoir des maisons là terribles. Ces gens-là construisent des gratte-ciel. Mais l'OFIDA reste avec des tôles trouées. Mais où ils trouvent ce qu'ils gagnent? Où ils trouvent ça? Parce qu'ils ne sont qu'à l'OFIDA, ils travaillent. La corruption règne. La corruption règne en maîtresse ici. Tout se passe comme si la lutte contre la corruption, elle marche pour la petite corruption. Elle marche, disons, jusqu'au niveau du directeur des douanes, par là. Mais dès que vous atteignez les gouvernants, le chef d'État, le Premier ministre, les ministres, ça ne marche plus. Les enquêtes sont arrêtées et on ne tolère pas qu'on empêche l'enrichissement personnel, le financement politique et l'enrichissement des amis. Et je prétends que cela est vrai, pas simplement en Afrique, mais aussi en Europe. Dans ce contexte, nous avons travaillé avec nos partenaires afin d'améliorer les institutions qui sont faites pour une meilleure gouvernance économique. Dans la gestion des finances publiques et dans d'autres domaines, il y a eu des progrès considérables en termes de gouvernance et de réduction de la corruption dans un certain nombre de pays. Quand on traite les gens de corrompus, nous ne sommes pas là pour les dédouaner, ils sont corrompus. Mais la vérité est que cette corruption a été soutenue par les grandes puissances à l'époque de la guerre froide. Bon, même maintenant, c'est le même cas. Aucun dirigeant africain ne garde son argent chez lui, hein. Pas au Congo ou en Côte d'Ivoire ou à Brazzaville. Hein. C'est de l'argent qu'il garde toujours en Suisse, en Espagne,
aux États-Unis. Bon, c'est vrai en Afrique du Sud aussi, au Maroc, hein. C'est pas seulement en Europe. Donc, voilà. L'Afrique devrait s'inspirer de l'exemple de l'Équateur, ce pays d'Amérique latine, qui en 2007-2008 a procédé à l'audit de sa dette pour déterminer la partie légitime, odieuse de la dette. Il y a toute une série de contrats, et on le voit dans le cas africain, qui sont absolument inacceptables, y compris du point de vue du droit international et du droit interne, qui sont parfaitement frappés de nullité. Et donc l'audit, ça sert à identifier ce qui ne doit pas être payé, et sur la base d'un audit, ce qu'a fait le gouvernement équatorien, c'est décider de ne plus payer les parties illégitimes. Et je crois que on ne veut pas être martyr, c'est vrai. Mais il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se lève et que les Congolais comprennent qu'ils ne doivent pas être comme je suis assise sur une mine d'or, je suis sur le diamant, je suis sur le bois, sur le coltan, je suis sur l'énergie électrique comme le site d'Inga. Et après, on n'a pas d'électricité. Je suis à côté du palmier à huile. Et après, on importe l'huile de palme. Et je suis dans un pays où il y a eu des leaders dont on a parlé. Simon Kimbangu, Kimpavita, Lumumba. Mais voilà, le peuple se désengage aujourd'hui. Et ça... Mais je ne désespère pas, ça viendra.